En votant cette loi, les parlementaires français ont clairement affirmé que l'objectif était bien de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine. La lutte contre le système prostitutionnel, comme la lutte contre toutes les violences subies par les femmes, ne saurait être comprise autrement que comme un pan à part entière du combat pour l'égalité entre les sexes. La prostitution est l'indicateur par excellence de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Jusqu'à présent, les combats des femmes portaient essentiellement sur la lutte pour l'égalité des droits, l'égalité salariale ou la parité, l'égalité des places dans l'organisation des pouvoirs, en politique ou dans les entreprises. Il manquait ce point fondamental qui est l'égalité dans les relations sexuelles. La loi destinée à lutter contre le système prostitutionnel, donc votée le 6 avril 2016, était bel et bien précurseur de ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec le mouvement MeToo. Cette loi est une évidence absolue dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La prostitution était la dernière des violences qui n'étaient pas punies par la loi qu'on pouvait commettre sur des femmes. Ce n'est pas une loi dogmatique, ce n'est pas une loi moralisatrice. C'est une loi pragmatique qui prend à bras le corps les réalités de la prostitution sous toutes ses formes et apporte des réponses concrètes aux victimes. C'est aussi une loi symbolique, parce que la loi est normative, qu'elle dise que notre société accepte, choisit et refuse. Elle proclame que la notion de besoin sexuel irrépressible renvoie à une conception archaïque de la sexualité qui ne saurait légitimer la prostitution, pas plus qu'elle ne justifie le viol. M. Haïl l'a rappelé, en ratifiant en 1960 la Convention des Nations Unies de 1949, la France s'est déclarée clairement abolitionniste, contrairement à d'autres pays qui ont choisi soit le prohibitionnisme, interdisant complètement la prostitution, soit le réglementarisme, professionnalisant la prostitution. Aucune maison close n'est autorisée depuis 1946 et la France s'est dotée de lois contre le proxénétisme. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et la personne qui détient, exploite ou finance un lieu de prostitution est punissable de peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Ces lois contre le proxénétisme en France ont permis de limiter le nombre de personnes prostituées sur notre territoire. Nous l'estimons à environ 40 000, alors qu'en Allemagne, elle serait plus de 400 000, où le chiffre d'affaires des entrepreneurs du sexe est estimé à plus de 14 milliards d'euros. La Convention du Conseil de l'Europe, signée à Istanbul, est le premier instrument juridiquement contraignant qui crée un cadre complet et une approche pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, protéger les victimes et poursuivre les auteurs. M. Haïl l'a dit. L'Allemagne, ainsi que presque tous les pays d'Europe, l'ont signé, ratifié, et le traité est entré en vigueur. Une étude du Conseil de l'Europe sur le trafic d'êtres humains a démontré également que la légalisation de la prostitution, le réglementarisme, entraînait une augmentation de la traite, et Europol, la police européenne, affirme que la plupart des victimes étaient envoyées vers les pays qui avaient légalisé la prostitution. Donc on lutte contre la traite des êtres humains, on signe des conventions, mais on favorise la traite des êtres humains dans le réel. Commencé en 2011, plus de 5 ans de travail parlementaire ont été nécessaires pour que la loi soit promulguée. C'est en décembre 2013 qu'ont commencé les vraies batailles, en interne des assemblées et en externe, avec une presse et des lobbies proxénètes vent debout contre un aspect particulier du texte, la responsabilisation des clients. Jusqu'à présent, le sort des personnes prostituées ne les émeuvait pas beaucoup, mais tout à coup, il fallait défendre la liberté sexuelle, celle des clients, bien entendu. Depuis 2002, le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables était déjà un délit. Sanctionner l'acte de recours à la prostitution, c'est se placer dans la continuité des législations ayant criminalisé le viol et fait du harcèlement sexuel une infraction correctionnelle. La loi du 13 avril crée donc une infraction de recours à la prostitution punie d'une inscription au casier judiciaire et de 1 500 € d'amende.
En cas de récidive, l'infraction constitue un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 €. Nous avons également créé une peine complémentaire sous la forme d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. La loi d'avril 2016 en France est une loi transpartisane élaborée par des parlementaires de gauche et de droite. Elle affirme la non-patrimonialité du corps humain. Son respect garantit, sauf la différence entre les êtres et les choses, que le corps ne peut être un objet ordinaire de commerce, lequel ne porte que sur des biens, des productions ou des transactions financières. Les choses ont une valeur et sont remplaçables. Les personnes ont une dignité et sont irremplaçables. La non-marchandisation du corps humain doit être un principe universel et civilisationnel. C'est pourquoi l'achat d'organes est un délit pénal, quand bien même la personne qui les vend serait volontaire et revendiquerait cette liberté. Autoriser l'achat ou la vente d'un service sexuel, c'est ouvrir la voie à tout ce que l'on a pu sauvegarder de l'économie de marché. Le principe qui nous a animés, c'est qu'une société qui prône l'égalité est incompatible avec le droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité d'autrui. Avec cette loi, notre société affirme que nous ne pouvons pas laisser à leur sort les femmes qui sont contraintes, soit pour des raisons économiques, soit par la force, de vendre des actes sexuels. Qu'il n'y a pas d'un côté les personnes prostituées et de l'autre le reste de la population. Si les personnes prostituées sont les premières victimes, la prostitution pèse sur toutes les femmes, en inscrivant les schémas de la domination masculine dans la manière dont les jeunes construisent leur représentation de ce que sont les femmes et les hommes. La société doit répondre collectivement à cette misère en offrant des alternatives aux personnes qui veulent sortir de la prostitution et en mettant fin à l'impunité de ceux qui contribuent à ce système. L'interdiction d'achat d'actes sexuels, c'est à ce jour la mesure la plus efficace pour dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s'implanter sur nos territoires. En les gênant au quotidien, en tarissant la demande, nous rendons leur commerce moins rentable et on réduit la traite. L'objectif est évidemment la baisse du nombre de victimes. Alors on parle que la prostitution serait l'expression de la liberté sexuelle. Les mouvements de libération des femmes se sont battus pour que la sexualité soit libérée de la violence, pour mettre fin au droit de cuissage, pour faire du harcèlement un délit, du viol un crime, même au sein du couple. Et je ne comprends pas comment on peut se dire féministe et en faveur d'une légalisation de la prostitution qui n'est que l'institutionnalisation d'une expression de la domination masculine. La liberté sexuelle ne peut pas être la possibilité de disposer du corps de l'autre. Dites-moi si des femmes qui subissent 10 à 15 pénétrations par jour peuvent parler de liberté sexuelle. Celle des hommes, bien sûr. Mais en tant que féministe, je me bats pour que la sexualité des femmes s'exerce dans un désir partagé, qu'elle soit vécue en dehors des contraintes morales, psychologiques ou financières. Alors il existe un discours pour camoufler la réalité de l'exploitation sexuelle, comme de parler de travailleurs du sexe. C'est un terme que je n'emploie jamais. Et faire accepter que le sexe des femmes soit un produit marchand. C'est un subterfuge, un terme de propagande, inventé et utilisé par les profiteurs de l'industrie du sexe. Non, ce n'est pas un travail comme un autre. Mais ce n'est pas un travail comme un autre, mais ce serait un recul civilisationnel considérable si on acceptait ce terme. L'intégrité, la dignité, tout s'oppose à la notion de travail dans l'activité sexuelle qui engage les parties les plus intimes du corps. Les syndicats ouvriers ne s'y trompent pas. La CGT en France, par exemple, a déclaré « Dans la prostitution, la personne est engagée tout entière. Il n'y a plus de séparation entre elle et la fonction qu'elle occupe. La force de travail physique ou intellectuelle est à distinguer de l'intimité. Le sexe doit rester une barrière. Tout ne se vend pas. » J'ajouterais que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. La prostitution, c'est une activité destructrice de l'individu. La prostitution est à minima un acte de contrainte économique, toujours une situation d'asservissement, jamais un travail. On dit aussi « elles le veulent bien ». Rappelons que 85% des personnes qui consentent
le consentement. À subir des pénétrations sexuelles non désirées sont des femmes étrangères. L'âge moyen d'entrée dans la prostitution est de 14 ans, consentement. Et leur espérance de vie moyenne est de 34 ans, consentement. C'est aussi un système largement pédocriminel. On sait que les enfants et adolescents sont une source de davantage de profit encore. On peut consentir à beaucoup de choses, y compris un viol, si on est menacé de mort. Mais nous, on sait bien qu'elles le font pour des raisons économiques, jamais pour le plaisir. Elles le font pour survivre et souvent pour nourrir leurs enfants. On dit aussi que la prostitution ferait diminuer le nombre de viols. Or, nous savons que les viols sont commis à 80% par l'entourage proche de la victime, 34% au sein du couple, 63% des victimes de viols sont des mineurs. En fait, la prostitution contribue à diffuser l'idée que le corps des femmes peut être à disposition à tout moment, en payant ou en violant. La prostitution, c'est la base de la culture du viol. Ça, je l'affirme. Des femmes disent cependant que c'est leur choix, que cette activité leur convient et qu'elles n'y sont pas contraintes. Soit. Mais elles ne sont pas représentatives de près de 90% des victimes de la traite ou de proxénètes qui ne demandent qu'à en sortir. Et quand bien même une seule personne prostituée revendiquerait ce choix, au nom de quoi notre société ne déciderait pas de protéger toutes les autres. La loi est bien là pour protéger les plus vulnérables. J'en viens à la critique de la loi. Donc, soi-disant, elle augmenterait les risques à cause de la clandestinité. Avant la loi, les personnes prostituées pouvaient être poursuivies pour racolage, donc elles se cachaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, elles ne sont plus considérées comme des délinquantes. Si un client tente de les contraindre à un acte qu'elles refusent, il s'expose à être dénoncé, puisqu'en fait, le simple fait de solliciter un acte sexuel peut le pénaliser. Maintenant, pénaliser le client, c'est atténuer leur toute-puissance. Cet argument de la clandestinité, en fait, n'est que jamais que l'aveu de la dangerosité de l'activité prostitutionnelle. Il porte sur le lieu d'exercice, alors que le danger majeur pour les personnes prostituées se trouve dans le fait de se retrouver seul avec le client, à huis clos. Le danger, c'est de monter dans une voiture, de s'enfermer dans une chambre. Quant aux supposées violences supplémentaires que la loi permettrait, il n'y a pas d'autre violence que celle inhérente à la pratique de la prostitution elle-même. Ce sont les agressions sexuelles, physiques, psychologiques qui accompagnent souvent la prostitution et la répétition fréquente d'actes sexuels non désirés qui portent atteinte à l'intégrité du corps des personnes prostituées et à leur santé. Aucun élément réel de violence depuis la loi n'a été signalé à cause de la loi. Et la situation de précarisation des personnes prostituées n'est pas due à la loi. C'est un discours, en fait, qui est propagé par les opposants. Parmi les opposants, il y a des organisations connues comme humanitaires et censées défendre les plus pauvres des précaires. Comment peuvent-elles défendre cette violence et ce mépris de la dignité humaine qu'est la prostitution? Sans doute parce que leur financement vient en partie de lobbies faisant l'apologie de la prostitution. Ces associations ont tenté de faire annuler la loi auprès du Conseil constitutionnel français, lequel a au contraire affirmé son bien-fondé en rappelant que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Un sondage effectué en février 2019 par le sondeur Ipsos en France montre que pour 78% de nos concitoyens, cette loi est une bonne chose, que 79% pensent qu'il ne devrait pas être possible d'avoir accès au corps et à la sexualité d'autrui, et surtout 85% jugent important, voire urgent d'agir. Alors posons-nous la question, que notre société perdrait-elle à mettre un terme à la prostitution ? Absolument rien. Et je voudrais terminer par une phrase d'Albert Einstein qui disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas seulement à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Je vous remercie.